Donc en effet, avec Jérôme, on a choisi comme titre pour introduire cette journée « Pourquoi l'interdisciplinarité peut-elle aider à l'apprentissage de la chimie ?» Afin de répondre à cette question dans le temps qu'il m'est imparti, il est important que je pose en préambule une définition simple du terme interdisciplinarité. Et cette définition, évidemment, articulera l'ensemble de mon propos. Qu'est-ce que j'entends par interdisciplinarité ? Je vous propose tout d'abord qu'on s'arrête un moment pour définir interdisciplinarité sur le terme pluridisciplinarité. Et je dirais que pour pratiquer la pluridisciplinarité, cela signifie de choisir initialement un objet commun pour l'ensemble des disciplines que l'on convoque et de proposer à chaque discipline d'analyser cet objet selon ses propres méthodes, mais de manière indépendante. Et j'insiste sur ce terme indépendante. En revanche, si nous désirons pratiquer un enseignement interdisciplinaire, il sera indispensable de coordonner les interventions disciplinaires à propos de cet objet commun. Quel sera le rôle de cette coordination ? Eh bien, l'idée sera d'expliciter les divergences et les convergences, bien sûr, disciplinaires qui sont relatives à cet objet et de mettre en évidence les liens qui existent entre les différents contenus disciplinaires. La couleur, qui est la thématique de notre matinée, est l'objet commun que nous avons choisi pour mettre en place un enseignement interdisciplinaire qui lie la littérature et la chimie au premier semestre de la licence Sciences et Humanités à l'Université d'Aix-Marseille. Comment avons-nous abouti à un enseignement interdisciplinarité qui lie littérature et chimie ? Eh bien, initialement, en septembre 2015, nous avons créé un cours centré sur la couleur et sur la couleur bleue. Ce cours se déroulait en 2 temps distincts, disciplinaires. Une approche littéraire de la couleur bleue et une approche historico-chimique des pigments bleus. Donc, si je reviens à la première définition que je vous ai donnée en préambule, cet enseignement était uniquement pluridisciplinaire. En revanche, à la rentrée 2016, nous avons décidé toutes les deux d'assister chacune à l'ensemble des séances de cours de l'autre. Et les convergences et les divergences disciplinaires dont je parlais tout à l'heure nous sont apparues comme des évidences dans la salle de classe. À l'issue de l'ensemble de nos séances, nous avons travaillé à une nouvelle écriture de ce cours dans l'idée d'aboutir à un unique enseignement interdisciplinaire qui liait littérature et chimie. Et à la rentrée suivante, donc en 2017, à l'issue de l'écriture de cet enseignement, sous la forme d'une pièce, si vous voulez, à 2 voix, eh bien, nous avons réalisé 12 heures de cours magistral en étant toutes les deux face aux étudiants, en prenant la parole à tour de rôle, afin de mettre en évidence le dialogue qui existe entre ces 2 disciplines et afin de dessiner un portrait que je dirais complémentaire et contrasté de la couleur bleue. À l'issue de ces 12 heures de cours magistral, les étudiants sont placés par groupe de 3. Et chaque groupe mène en parallèle un projet de littérature et un projet de chimie durant 3 mois. Et à la fin de ce premier semestre, chaque groupe rédige un article de littérature et un article de chimie autour d'une même couleur. La question qu'on se posait, c'est qu'apporte cette approche interdisciplinaire à la compréhension de notre discipline, c'est-à-dire à la compréhension de la chimie. Puisqu'il est demandé aux étudiants, à l'issue du semestre, de réaliser 2 articles dans 2 disciplines qui sont bien distinctes, il est essentiel, dès la fin du mois de septembre, c'est-à-dire à la fin de nos 12 heures de cours magistral, d'expliciter de manière détaillée aux étudiants les attendus en littérature et les attendus en chimie au sein de ces 2 articles. Et en fait, que nous soyons littéraires ou chimistes, nous insistons toutes les deux, dès le départ, sur un même point. Un article se construit à partir d'une problématique posée, tout comme notre cours à 2 voix s'est construit autour d'une problématique. Donc, ce que l'on propose aux étudiants
à l'issue des 12 heures de cours magistral, c'est de relire évidemment en diagonale notre cours en nous centrant sur ce point. Quel est le problème auquel nous avons désiré répondre conjointement en croisant notre regard de littéraire et de chimiste. La première chose que l'on pointe auprès des étudiants, c'est le fait que ce cours s'appuie sur un étonnement, une surprise, qui est issue, en fait, si vous voulez, de nos discussions. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, riche de notre travail de chercheuse, nous avions choisi de nous appuyer sur les manuscrits médiévaux pour questionner la place de la couleur bleue au sein du texte et au sein des enluminures. Et au cours de nos discussions, nous avions abouti à une contradiction forte. La couleur bleue est absente de la plupart des textes littéraires médiévaux, alors que la couleur bleue est considérablement mise en valeur au sein de la plupart des enluminures qui illustraient ces textes. Nous déclinons donc ensuite, face aux étudiants, l'ensemble des questions que cette surprise, que cet étonnement nous a amenés à nous poser au sein de chacune de nos disciplines. Et l'idée est de leur montrer que pour chaque discipline, il existe des questions qui sont essentielles et des questions qui sont accessoires. Et l'idée de leur montrer ces deux types de questions nous amène à mettre en évidence les démarches que chacune d'entre nous au sein de sa discipline et les méthodes que chacune d'entre nous utilisons pour cerner de mieux en mieux la question à laquelle nous voulons répondre. Et de cette manière, nous amenons les étudiants à comprendre ce qu'est la littérature, ce qu'est la chimie, en nous appuyant sur le contraste du langage que nous utilisons, sur le contraste des méthodes que nous utilisons, sur le contraste des outils que nous mettons en pratique chacune au sein de nos disciplines. Et je vous dirais que ce travail de réflexion qui est mené en salle de cours est fondamental pour que chaque étudiant comprenne les attendus que nous avons chacune d'entre nous au sein de nos disciplines respectives lorsque nous les invitons à résumer leur travail réalisé pendant 3 mois au sein d'un article. Le premier point positif que je retirerai de cette expérience est le fait que ce premier point qui est introduit spécifiquement par la démarche pédagogique interdisciplinaire est qu'en fait il est rare pour nous d'expliciter auprès de nos étudiants les attendus disciplinaires lorsque nous enseignons la chimie dans une licence comme la licence de chimie. Et en effet, nous n'en ressentons généralement nullement le besoin parce que pour la communauté de chimistes que nous sommes, qui est relativement homogène, eh bien c'est une évidence, ces attendus. Et pourtant, on en oublie souvent que ces attendus sont loin d'être une évidence pour les étudiants. Une rencontre interdisciplinaire qui est assumée, qui est approfondie et qui nous force à aller à la rencontre de l'autre, qui nous oblige à lui dire qui nous sommes, eh bien va en fait nous obliger à formaliser, à expliciter nos points de vue, nos réflexes disciplinaires et nos attendus. Et le deuxième point positif sur lequel je voudrais insister par cette démarche pédagogique interdisciplinaire est que justement par cet effet de contraste entre littérature et chimie, les implicites fondamentaux de notre discipline et de nos disciplines en fait émergent beaucoup plus clairement que si nous avions essayé de les faire émerger tout seuls. Alors je pense que vous devinez peu à peu le dessin de ma présentation. Ce que j'essaye de vous expliciter ici, c'est que la mise en place d'un enseignement interdisciplinaire impose à chaque enseignant de prendre un recul épistémologique sur sa propre discipline pour identifier les postulats qui lui sont propres, qui la fondent, et pour saisir les spécificités des méthodes que nous utilisons. Or, cet exercice épistémologique est loin d'être une évidence pour chacun d'entre nous. Et il nous est souvent bien plus facile de définir ce qu'est la chimie à partir de notre pratique en enseignement ou à partir de notre pratique en recherche. Cependant, je voudrais insister pour vous dire qu'après 10 ans d'existence de la licence Sciences et Humanités, nous sommes aujourd'hui convaincus que ce travail de réflexion épistémologique en vaut largement la peine
car il peut aider chacun d'entre nous à mieux comprendre les obstacles auxquels font face de nombreux étudiants lors de l'apprentissage de la chimie, non seulement au sein des formations interdisciplinaires, mais aussi au sein des formations que j'appellerais monodisciplinaires. Afin d'aboutir à cette première conclusion, je me suis appuyée sur l'exemple de l'enseignement interdisciplinaire que nous avions mis en place sur le thème de la couleur. La question que je vous propose désormais est la suivante. Comment s'assurer que le thème que nous choisissons est pertinent pour développer un enseignement de chimie? Puisque, évidemment, si vous enseignez la chimie au sein d'une formation interdisciplinaire, le contenu de chimie sera moindre par rapport au contenu de chimie de la licence de chimie. Un choix doit donc être réalisé. Et puisque désormais l'enseignement interdisciplinaire se développe de plus en plus au sein de nos universités, sous l'impulsion des institutions dirigeantes, la chimie est sollicitée pour mettre en place des formations interdisciplinaires ou du moins des unités d'enseignement interdisciplinaires qui peuvent être centrées sur l'écologie, la santé, l'énergie, le patrimoine. La question qu'il faut que l'on se pose, c'est comment abordons-nous ces thèmes en tant que chimistes? Si je reprends l'exemple de la licence Sciences et Humanités, évidemment que notre objectif de cette licence interdisciplinaire consistait à dépasser les savoirs disciplinaires en les articulant à des savoirs issus des disciplines autres. Cet objectif est riche, cependant il ne doit estomper notre objectif principal, à savoir de permettre aux étudiants d'intégrer avec succès différents masters disciplinaires. Par conséquent, à l'issue de la formation, il est important que chaque étudiant maîtrise les fondamentaux de chaque discipline que nous avons choisi de développer autour d'un même thème. Ainsi, parallèlement au recul épistémologique dont je viens de vous parler dans cette première partie, eh bien, chaque enseignant qui sera impliqué dans la mise en place d'une formation interdisciplinaire devra aussi réfléchir en profondeur à la didactique de sa discipline afin d'identifier les pans théoriques et les pans méthodologiques qui sont essentiels à celle-ci, afin de lister les contenus et les pratiques qui doivent absolument figurer dans la formation et qui devront donc s'articuler autour du thème qui a été choisi. L'idée sera donc de questionner les connaissances de chimie développées à partir de ce thème. Sont-elles anecdotiques? Ou au contraire, participent-elles en profondeur à la formation des étudiants à notre discipline? Je vous indiquais tout à l'heure, dans la première partie, que la réflexion épistémologique, certes douloureuse, nous amène à comprendre les obstacles auxquels doivent faire face les étudiants lors de l'apprentissage de la chimie. Je vous dirais que le travail de réflexion didactique nous apporte, lui, un éclairage qui est précieux quant à l'organisation de notre discipline. C'est-à-dire que, riche de cet éclairage, de cette réflexion, il me semble que nous aidons de mieux en mieux les étudiants à comprendre le rôle des différents enseignements de chimie que nous leur proposons, par exemple, chaque semestre. Thermochimie, cinétique, atomistique. Comment se lient ces différents enseignements? Mais la question qui se pose ensuite, c'est comment se lient ces différents enseignements au sein de 2 semestres? Comment se lient les enseignements au sein d'une licence, c'est-à-dire au sein des 3 années? Et l'idée, en fait, c'est de les aider à comprendre le rôle de ces différents enseignements et les aider à créer des liens logiques entre ces différents enseignements afin de créer du sens de plus en plus précis. Et cet ensemble participe certainement à une compréhension en profondeur des connaissances clés de notre discipline. Pour la dernière partie de cette présentation, j'aimerais vous proposer une seconde manière d'entrer dans un enseignement interdisciplinaire, au-delà du thème. Je pourrais dire, pour paraphraser mes premiers propos, que le thème constitue le connecteur interdisciplinaire. C'est-à-dire que les différents thèmes que nous avons choisis au sein de la licence Sciences et Humanités, la couleur, le langage, le pouvoir, eh bien, nous ont permis aux différentes disciplines de s'interpeller, de se confronter, de s'articuler.
Ce que je vous propose, c'est de poser de côté ce thème et d'imaginer maintenant, de manière peut-être plus classique, une formation interdisciplinaire ouverte à l'université qui serait une formation autour de la chimie et de la biologie. Évidemment que celle-ci serait construite à partir de la réflexion didactique que je décrivais précédemment, afin de s'assurer que les pans essentiels de chaque discipline sont apportés aux étudiants en vue d'intégrer ou des masters de chimie ou des masters de biologie. La question, c'est où se situera alors l'interdisciplinarité dans ce cadre ? Eh bien, la proposition serait de convoquer cette interdisciplinarité chaque semestre en développant de manière explicite les analogies et au contraire les oppositions qui existent entre ces deux disciplines. Et je vous propose de prendre 4 exemples très succincts pour éclairer ou en tout cas illustrer mon propos. La première question que nous pourrions poser à la fin du premier semestre ou au cours du premier semestre serait de demander aux étudiants quelle est l'échelle choisie par un chimiste, quelle est l'échelle choisie par un biologiste pour étudier l'objet choisi. Je pense que nous serons tous d'accord ici, comme à distance, pour dire que l'entité la plus importante pour nous en chimie est la molécule. Qu'est-ce qu'il en est pour les biologistes ? Nous savons que le vivant est en renouvellement permanent. Et ce renouvellement, bien sûr, peut être étudié au niveau moléculaire. Cependant, il sera essentiel que les étudiants comprennent que ce renouvellement se situe aussi au niveau cellulaire et au niveau physiologique. C'est-à-dire qu'une description fine du vivant implique une connaissance détaillée à différentes échelles, à savoir l'organisme, l'organe, les cellules, les chromosomes, les gènes et l'ADN. Je prendrai un deuxième exemple. Nous savons, en chimie, relier la réactivité de la matière et la structure. Ce terme structure est de même un élément clé de la biologie. Cependant, dans le contexte de cette discipline, il sera associé à la notion de fonction. Et l'idée serait donc de pointer auprès des étudiants le fait que structure et fonction sont les aspects complémentaires de l'organisme, lorsque structure et réactivité sont les aspects complémentaires de l'étude de la matière. Nous pourrions dire que, séparée de son contexte, c'est-à-dire lorsque elle est extraite de la cellule, toute structure, que ce soit un acide nucléique, que ce soit une protéine, ce n'est plus qu'une molécule organique. Il sera important de montrer aux étudiants qu'il n'existe pas de choses telles que la matière vivante en dehors des organismes. De plus, une chose importante, c'est que la structure d'un organisme englobe son passé. L'ordre biologique actuel renferme l'expérience historique acquise par l'organisme au cours de son évolution. Évidemment que cette notion historique est totalement absente des sujets d'études que nous proposons en chimie. Un dernier exemple, thermodynamique et réactivité. Nous sommes capables, et nous le faisons, de décrire la transformation de la matière en nous appuyant sur des échanges d'énergie et sur des échanges de matière. Seulement, la description en termes de changement d'énergie, de changement de matière, d'échange n'est plus suffisante pour rendre compte du fonctionnement du vivant. On le sait, le vivant est aussi circulation d'informations au sein des êtres vivants, afin qu'ils se renouvellent, qu'ils se développent et qu'ils se reproduisent. Et puis, le vivant est un système hors équilibre, dans un état quasi stationnaire. Et puis, le vivant impose une flèche au temps. L'idée ici était de vous montrer que l'interdisciplinarité ne sera plus organisée autour d'un thème, comme la couleur, mais en fait prendra sens dans le fait que nous prendrons le temps auprès des étudiants d'expliciter la spécificité de chacune de ces deux disciplines en nous appuyant sur des analogies fortes. J'ai essayé de vous le montrer, les échelles, la structure, les échanges d'énergie ou de matière, et que ces analogies fortes nous amèneront ensuite à pointer les différences qui donnent corps à l'existence de chacune de ces disciplines. Et je suis convaincue que, conscient d'une part
des territoires qui sont partagés entre disciplines. Mais aussi, une fois que les étudiants seront conscients des spécificités de chacune d'entre elles, eh bien, chaque étudiant sera à même de poser des raisonnements qui sont rigoureux au sein de chaque discipline et des raisonnements qui seront originaux puisqu'ils seront empreints de la pratique de la discipline voisine. Comment je pourrais conclure cette présentation? En vous disant une chose évidente. Une discipline correspond à une manière de poser un problème. Or, bien souvent, notre approche monodisciplinaire a tendance à occulter ce fait. En revanche, lorsque l'on souhaite mettre en place un enseignement interdisciplinaire, eh bien, si nous souhaitons une collaboration sérieuse et honnête, nous sommes confrontés à cette manière de poser un problème. Et une collaboration interdisciplinaire ne peut dès lors fonctionner que si l'on prend le temps, avec l'ensemble des enseignants qui sont engagés dans cette formation, de questionner les implicites de notre discipline, les postulats et les méthodes qui nous sont propres. Ceux-ci doivent être mis en lumière pour que la collaboration puisse vraiment avoir lieu et pour que les étudiants ne soient pas noyés dans un mélange de genres indistinct et confus. Et dans ce cadre, en fait, nous arrivons maintenant, après 10 ans d'expérience, à observer que l'effet de cette collaboration va en fait bien au-delà de la formation interdisciplinaire dans laquelle nous sommes investis, puisque en nous obligeant, en nous forçant à une introspection sur les fondements et les implicites de notre discipline, eh bien, cette collaboration nous a permis de mieux appréhender la chimie et ainsi de mieux la transmettre à nos étudiants qui sont inscrits au sein de formations monodisciplinaires. Je vous remercie de votre attention. Merci Florence. Est-ce qu'il y a une réaction dans la salle, un commentaire, une question? Moi, il y a un questionnement qui me vient par rapport à la capacité des étudiants, pas la capacité, la facilité des étudiants pour entrer dans la démarche que vous proposez. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place pour que les étudiants adhèrent à cette démarche interdisciplinaire par rapport à ce que l'on fait classiquement dans quelque chose qui serait très monodisciplinaire? Alors, la formation dont je vous parle, c'est une licence. Donc, c'est un choix qui est fait par les étudiants au départ de ne pas choisir une discipline. Donc, ce choix, il est fait initialement. Ensuite, ce qui va les aider, ils n'ont pas souhaité faire un choix entre sciences et humanité. Donc, ce sont des étudiants au départ qui ont une envie de poursuivre physique, chimie, mathématiques, philosophie, histoire. Maintenant, nous, notre objectif va être de pointer vraiment ce que j'ai essayé de vous montrer ce matin. Mais qu'est-ce que c'est que la chimie? Qu'est-ce que c'est que la physique? Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que lorsqu'on leur demande même des devoirs sur table ou des devoirs maison, pour nous, en fait, l'exemple peut-être le plus marquant que j'ai, c'est un étudiant qui rend un devoir de biologie extraordinaire d'un point de vue écriture. C'est-à-dire que le collègue de biologie leur demande d'étudier en fait un animal particulier, pose des questions qui sont propres à la biologie, et puis pose des questions. L'étudiant répond en une quinzaine de pages, un texte écrit, uniquement écrit. L'étudiant nous rencontre et nous dit « j'ai eu 6 ». Alors que mon camarade a écrit 1 page et demie et il a eu 18. Toutes les informations qui existent dans la copie de mon camarade sont présentes sur ma copie. Et donc, on s'installe autour d'une table, on essaye de discuter, et le collègue biologiste lui dit « oui, mais tu n'as pas fait de schéma ». Et là, il nous regarde et il nous dit « mais pourquoi un schéma est nécessaire dans un devoir maison de biologie ?» Et donc là, on s'est retrouvés justement, et c'est pour ça que j'ai essayé de vous présenter aujourd'hui cette idée, c'est que pour nous, nous attendons par exemple en chimie une équation de réaction, des équations de réaction. À partir du moment où moi je les mets à travailler sur la synthèse des pigments bleus,
j'attends un texte dans lequel je vais avoir des mécanismes réactionnels. Et pourtant, au départ, je ne le disais jamais. Et en fait, peu à peu, plus on prend ce temps d'expliciter aux étudiants ce qui sont des attendus qui sont propres à la discipline. Et pourquoi ces attendus sont propres? Quels sont ensuite les attendus qui se regroupent? C'est en ce sens-là qu'on réussit de mieux en mieux à maintenir les étudiants dans une approche interdisciplinaire. Je ne sais pas si c'était ta question, Jérôme. Oui, mais ça traduit aussi le fait que peut-être que dans nos approches très disciplinaires, il y a des implicites qu'on a besoin d'expliciter. Exactement. Et que peut-être qu'on cache un petit peu trop. Exactement. Et c'est ce regard-là que vous avez pu avoir de concrétiser, du moins d'expliciter des implicites. Exactement. Parce que les étudiants, si tu veux, se sont plaints au départ de notes comme celle-là et nous ont dit, mais est-ce que vous pouvez prendre le temps de définir ce qui sont vos attendus? Qu'est-ce qu'on attend quand on est enseignant de chimie? Qu'est-ce qu'on attend? Je les place sur un autre projet autour de la couleur en L3, en leur demandant vraiment de comprendre maintenant l'origine de la couleur des pigments qu'ils ont préparés dans le projet que je vous ai montré. Je leur demande, l'objectif du projet va être de justifier la couleur du violet de cobalt ou du jaune ocre. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de justifier une couleur? C'est là qu'il a fallu qu'on définisse au mieux. Et je dirais que la chose qui nous a énormément apporté, c'est le fait aussi que l'ensemble des cours que nous faisons au sein de la licence Sciences et Humanités, on s'oblige à les faire tout d'abord, non pas devant les étudiants, mais devant les collègues. Donc moi, l'ensemble de mes cours de chimie, il a fallu que je les fasse devant des collègues de physique, ça va, mais de maths, de philosophie, d'histoire, de sociologie, d'anthropologie. Et donc là, contrairement à ce matin, vous êtes interrompus à longueur de temps, parce que justement, tous les implicites ne peuvent plus exister dans cette salle, en fait. À partir du moment où vous avez des philosophes face à vous ou des mathématiciens, ils n'arrivent plus à entendre notre discours. Notre discours, en fait, il est vraiment inaudible pour d'autres gens de nos disciplines, en fait. Parce que, comme tu l'as dit, il y a des implicites forts. Et moi, le travail, la richesse que je trouve dans une formation interdisciplinaire ou dans un enseignement interdisciplinaire, c'est de m'obliger à expliciter tous ces implicites. Et je vous l'ai dit, ça peut être douloureux, mais c'est très riche. Florence, nous avons donc des questions par rapport aux enseignants qui interviennent dans cette formation. Et des participants demandent en fait quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, surtout par rapport au manque de temps, en particulier dans les établissements scolaires, je présume, accordé pour la coordination et le travail. Voilà. Alors voilà, ça c'est un choix que j'ai dû faire. J'avais 20 minutes qui m'étaient offertes par Jérôme, donc j'ai dû faire des choix de thèmes développés. Mais là, en tout cas, la question pointe une chose cruciale, c'est l'implication de chacun d'entre nous et le temps que nous avons choisi de donner à cette formation, évidemment. C'est-à-dire que, oui, je viens de vous le dire, vous imaginez ce que ça veut dire présenter votre cours. Notre cours de 12 heures, par exemple, qu'on a mis en place avec la collègue de littérature et de chimie, eh bien, il a fallu qu'on l'explicite en 3 heures. Donc oui, il y a des matinées, des après-midi entiers de travail. Il y a, il est vrai, toute une partie, en fait, depuis 10 ans, la formation est ouverte en 2012. On a commencé cette réflexion depuis 2009, en fait. Et il est vrai qu'on a tous... On y a tous placé une énergie importante et un temps important. Mais en fait, ce temps, peut-être que vous l'avez perçu, mais pour moi, ce temps, en fait, il est un temps aussi de recherche personnelle par rapport à ce qu'est ma discipline. C'est-à-dire que l'implication, et c'était vraiment le sujet de ce matin, l'implication qu'on a tous donnée, parce que ce que je viens de vous expliciter pour vous par rapport à la chimie, vous pourriez aussi, les collègues de mathématiques le feraient, c'est-à-dire que toute cette réflexion qu'on s'est imposée sur la chimie, sur les maths, en fait, les conséquences les plus importantes que l'on remarque, ce sont dans nos formations disciplinaires. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai vraiment cette impression que lorsque maintenant j'enseigne la thermodynamique, la cinétique, la chimie des solutions aqueuses, et que je suis capable de leur expliciter, il me semble assez clairement, où je me situe, c'est-à-dire toute cette réflexion didactique que j'ai dû mener avec des collègues qui n'étaient pas chimistes, il me semble que mon discours est de plus en plus clair, en fait. Donc bien sûr qu'il y a eu un investissement sur le temps, un temps important de réflexion, mais ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que ce temps, en fait, il nous aide vraiment à enseigner bien mieux notre propre discipline.
Merci Florence.